Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, le magazine qui chaque mois vous éclaire sur des sujets de société qui nous concernent. Focus ce mois-ci sur la famille, une entité qui se transforme. Car quand on parle de famille, aujourd'hui, on ne parle plus systématiquement d'un papa, d'une maman et de leur enfant biologique. Alors les chiffres datent un peu. La dernière étude de l'INSEE au sujet de la famille, il remonte à 2020, mais on y apprend qu'en France, une famille sur 4 est une famille monoparentale, que la famille recomposée, ce serait 1 sur 10 et que 31 000 enfants vivent au sein de couples homosexuels. Et quant au fait de devenir parent, eh bien de plus en plus de personnes font appel à la PMA. PMA pour procréation médicalement assistée. Nous avons donc décidé d'y consacrer notre émission avec un long reportage que vous découvrirez dans quelques instants. Mais pour le moment, je vous présente nos invités. Marie-Denis Mougin, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Loire-Atlantique. Oui. Et en face de vous, nous avons le docteur Mathilde Domain-Bernard. Bonjour. Bonjour. Gynécologue au sein de l'unité d'aide médicale à la procréation du CHU de Rennes. Merci à toutes les deux d'être là pour cette émission qu'on est très fiers de vous proposer parce que la PMA, c'est un vrai sujet de société. Et justement, pour introduire notre discussion du jour, je voulais vous demander à toutes les deux, de vos chapelles respectives, je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, la procréation médicalement assistée, c'est un sujet, si ce n'est tabou, un peu délicat à aborder, docteur Domain-Bernard? Je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle loi qui a permis de beaucoup mettre la lumière sur l'assistance médicale à la procréation, le recours à la PMA, de parler de toutes ces demandes, c'est des choses qui évoluent très favorablement dans la société et c'est une bonne chose qu'on puisse en parler plus librement. Malgré tout, il y a des situations très diverses qu'on rencontre dans nos consultations et notamment le vécu de l'infertilité, c'est des situations qui ne sont pas simples à vivre et donc oui, il y a toujours des difficultés, que ce soit sur le plan personnel, familial, professionnel, dans ces situations d'infertilité. Donc il y a certainement encore des choses à faire. On va y revenir bien évidemment. Pour vous, maître Marie-Denis Mougin, est-ce que c'est un sujet que vous abordez au sein de vos études et dans quel contexte ? Alors oui, on aborde ces sujets au sein de nos études puisqu'effectivement, nous, on est amenés en qualité de notaire à recevoir les couples hétérosexuels ou les couples de femmes ou les femmes seules, donc pour qu'ils donnent un consentement à la PMA. On va expliquer tout ça, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui se démocratise quand même, malgré tout. Oui, on en fait de plus en plus. Effectivement, suite à la promulgation de la loi bioéthique, on a eu un pic de consultations et on a reçu pas mal de consentement à PMA. Et puis, oui, c'est régulier. On ne connaissait pas ça il y a 10 ans. On parle de PMA, c'est vrai que ce n'est pas complètement récent comme technique, ça existe depuis des décennies. Pour preuve, le centre d'assistance dédié au CHU de Rennes, il a été créé à la fin des années 70, en 1976 pour être précis. Et on parlait de cette loi de bioéthique promulguée le 2 août 2021 et qui permet donc aux couples de femmes et aux femmes seules d'avoir le droit d'accès à cette procréation médicalement assistée. Ça a profondément changé votre travail à vous, docteur Domain-Bernard? C'est vrai que cette loi, oui, elle a eu un impact sur notre activité parce que cette possibilité à toutes les femmes de recourir à l'assistance médicale à la procréation, ça a augmenté l'activité d'assistance médicale à la procréation. Donc oui, un changement impactant nos organisations à l'hôpital pour accueillir toutes ces demandes. Aujourd'hui, elles sont majoritaires, ces femmes qui viennent vous voir, qu'elles soient en couple ou seules d'ailleurs, par rapport aux couples hétérosexuels qui rencontreraient des problèmes Dans le recours aux dons de gamètes, donc qui est une partie de l'activité de PMA au sein du CHU, oui, les demandes de femmes seules, elles représentent à peu près 50% des demandes aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc là où à l'ouverture de la loi, c'était assez égal, à peu près 30% de couples hétérosexuels, 30% de couples homosexuels, 30% de femmes seules.
aujourd'hui, on a une majorité de femmes seules qui viennent dans nos consultations. Vous parlez de ce centre d'assistance, d'aide médicale à la procréation. C'est l'unité dans laquelle vous travaillez. Et je parlais d'un long reportage il y a quelques instants. Eh bien justement, ce centre, il a accepté de nous ouvrir ses portes. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses missions? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec ce reportage. Il est signé donc Émilien Bernard. Ici, on se trouve dans le centre d'aide médicale à la procréation et SECOS du CHU de Rennes. On prend en charge les couples infertiles en aide médicale à la procréation. Depuis 2021, on prend en charge les couples de femmes, les femmes non mariées. Et au SECOS, on a toute l'activité également de préservation de fertilité masculine et féminine en conservant des gamètes ou des tissus germinaux, ainsi que bien sûr donc, le don de gamètes, les dons de gamètes. Malgré le calme apparent, l'activité du SECOS a explosé en quelques années, avec plus de 20 000 consultations en 2023 et près de 1000 transferts embryonnaires. Ici, chaque espace a une fonction bien précise, dédiée à l'assistance médicale à la procréation. Là, on est au niveau des salles de recueil de spermatozoïdes. Ce sont des salles qu'on essaye de rendre les plus intimes possibles, discrètes. On limite le passage à proximité. Donc là, on a encore un bureau avec une collègue qui consulte. Ici, on se trouve dans le laboratoire de spermiologie. C'est le laboratoire dans lequel on va évaluer les paramètres spermatiques de nos patients et de nos donneurs. Et puis ici, je peux vous emmener dans la salle dans laquelle on va congeler les spermatozoïdes. On va les conditionner dans des paillettes. On est en salle de cryoconservation. C'est une salle qui contient des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés. On a des systèmes d'alarme qui nous préviennent quand il y a des niveaux qui sont dépassés. On peut intervenir à toute heure du jour et de la nuit pour sécuriser ces cuves qui contiennent des milliers d'embryons, des dizaines de milliers de gamètes dans le cadre de la préservation de fertilité et de la conservation des embryons des projets parentaux. Donc ici, on est au laboratoire de fécondation in vitro. On va réaliser les techniques de FIV classique et FIV-ICSI. On travaille dans une pénombre parce que les ovocytes et les embryons sont sensibles à l'exposition à la lumière. Et puis on va essayer de maintenir une chaîne du chaud tout au long du processus de FIV, à chaque étape de la manipulation des gamètes et des embryons. On saisit les données identifiantes et non identifiantes de nos donneurs dans un registre national. Et ces données, en fait, elles vont être conservées, précieusement sécurisées, pour que les enfants issus du don, à leur majorité, puissent faire la demande d'accès à ces données identifiantes et ou non identifiantes. Sur les données non identifiantes, on va avoir un premier pavé concernant la situation familiale et professionnelle du donneur, ses caractéristiques physiques. Et puis, enfin, un pavé qui concerne plutôt les motivations du don. C'est un texte libre que les donneurs peuvent rédiger pour les enfants issus du don afin d'en dire un peu plus sur ce qu'ils sont, ce qui permet à l'enfant issu du don d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et puis, nous, on va définir des phénotypes rares, les personnes à la peau noire, les personnes asiatiques. Et en fait, ces phénotypes rares, pour nous, sont extrêmement précieux puisque derrière, on a des couples ou des femmes à prendre en charge avec ces couleurs de peau. Et malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à recruter des donneurs avec des phénotypes rares. C'est un message aussi qu'on souhaite régulièrement passer, le recrutement de ces donneurs de phénotypes rares. Mais les donneurs de tout phénotype sont recherchés. Le SECOS a d'ailleurs mis en place une ligne directe pour les candidats au don. Voilà, on reparlera de ce sujet du don d'ovocytes et de spermatozoïdes qui est une grande partie de votre activité donc dans ce centre. Mais on le voit finalement dans ce reportage, il y a un véritable cheminement des étapes de la PMA. C'est votre travail d'accompagner ces couples, quelle que soit leur situation, en fait, dans ce parcours PMA. C'est un vrai parcours qui est parfois long et pas toujours couronné de succès, docteur Domain-Bernard. En tout cas, c'est vrai que on parle de parcours et c'est vrai que ça a un sens, c'est parfois un chemin qui n'est pas toujours facile. Effectivement, pas toujours couronné de succès également. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner individuellement chaque demande. Alors, parfois pour les patients, ça semble prendre trop longtemps. Combien de temps, par exemple, il faut pour être pris en charge par votre centre quand on fait une demande ? Voilà, chaque situation est différente et bien sûr, voilà, c'est un temps qui ne peut pas être tellement standardisé, mais lorsqu'il y a
une prise en charge sans recours à un don pour un couple hétérosexuel. Donc, il y a à peu près entre 4 et 6 mois, je dirais, pour démarrer une tentative de fécondation in vitro. Entre la première consultation et le début de la première tentative. Pour ce qui est du recours à un don de gamètes, entre la première consultation et la première tentative avec don, on est plutôt autour de 9 mois, peut-être une année. Mais ce délai, il est lié à la disponibilité des gamètes également. Donc c'est un délai qui, aujourd'hui, même si pour certains il est toujours trop long, nous paraît plutôt court. Et on espère qu'il ne va pas s'allonger si on a une plus grande pénurie de gamètes disponibles. Voilà, donc il faut des donneurs, effectivement, Exactement. pour répondre aux attentes des patients et des patientes que vous recevez dans le service. Justement, Marie, on parlait de ces couples qui ont recours à la PMA avec donneur. Ces couples, vous les recevez donc maintenant dans vos études depuis la fameuse loi de bioéthique. Pourquoi exactement ? Alors, on les reçoit parce que toute personne ou tout couple qui a recours à la PMA, en fait, doit consentir à cet acte, à la PMA. Du coup, nous, on les reçoit effectivement pour acter de leur consentement à cette PMA. Et autour de ça, on a un devoir de conseil et en fait, on les informe sur les conséquences de cette PMA, notamment sur les conséquences sur la filiation qui en découlera, notamment l'impossibilité d'établir une filiation avec le tiers donneur. C'est-à-dire que, en fait, si on veut être extrêmement clair, là, il y a un acte qui est signé chez le notaire et qui, donc, pour cette partie donc, des accès aux origines, on ne pourra pas créer, il ne pourra pas y avoir de lien de parenté père, mère, avec le donneur qui sera entré en jeu. C'est ça l'idée. Oui, ça c'est un principe fondamental qui existe depuis toujours, qui existait d'ailleurs dans la PMA avant cette loi. C'est que le don étant anonyme, il n'est absolument pas question d'aller créer un lien de filiation, c'est-à-dire un lien juridique de parent-enfant entre le donneur et l'enfant à naître. Donc effectivement, on rappelle bien aux personnes qui ont recours à la PMA que leur enfant ne pourra en aucun cas avoir un lien de filiation avec le donneur et que parallèlement, l'enfant ne pourra pas contester la filiation avec le parent non biologique. Par exemple, pour un couple de femmes, on a la femme qui va accoucher et l'autre femme sera également parent. Elle sera deuxième parent au même titre que celle qui a accouché. Donc une autorité parentale complètement partagée et équitable entre eux. Complètement partagée, équitable, comme des enfants qui naissent d'un parcours, on va dire, plus classique, sans PMA. Et alors, c'est important, on a reparlé de cet accès aux origines. On entendait dans le reportage qu'il y a quand même aujourd'hui des fichiers à remplir pour donner quelques indications. Donc c'est vrai que quand l'enfant issu d'un don arrive à la majorité, il va pouvoir consulter, c'est ça, et savoir qui est son géniteur. Oui, alors il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les données non identifiantes, où là, on va avoir la situation familiale, l'état général, les critères physiques du donneur. Donc l'enfant majeur aura possibilité d'avoir accès à ça. Et puis, sa motivation aussi. Et sa motivation, exactement. Et le deuxième volet, effectivement, c'est l'identité du donneur. Et maintenant, l'enfant, à sa majorité, aura la possibilité, du coup, de demander l'identité du donneur. Mais qui dit identité du donneur ne dit pas pour autant lien de filiation avec ce donneur. On reprécise, c'est pas parce qu'on le connaît que ce donneur ou cette donneuse aura un lien de filiation. Exactement. On va connaître son identité, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le retrouver. Ce n'est pas forcément un droit d'accès à ce donneur. Alors, sachant qu'aujourd'hui, avec les méthodes qui évoluent, il est plus facile forcément de retrouver quelqu'un. Mais quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un lien de filiation et il n'y aura
aucun lien de parent-enfant. Docteur Domain-Bernard, pour préciser cette partie-là, ça change énormément. On a toujours entendu que le don de gamètes en France, il était gratuit et anonyme. Et ça, la loi bioéthique l'a fait évoluer. Ça change aussi un peu profondément la démarche des gens qui viennent donner leurs spermatozoïdes ou leurs ovules. Effectivement, depuis le changement de cette loi, les donneurs et les donneuses qui viennent dans le centre sont obligés de consentir à transmettre leur identité si la personne issue de dons le demande. Mais c'est vrai que avoir accès à l'identité, ce n'est pas un droit à une rencontre ou à quoi que ce soit, et ça n'oblige pas le donneur ou la donneuse par la suite. Et là, il y a une date qui est quand même très précise peut-être à noter, c'est en mars 2025 que toutes les PMA ou les AMP, comme vous les appelez, assistance médicale à la procréation, elles seront faites avec des gamètes de donneurs qu'on pourra identifier. Exactement. À partir de mars 2025, on n'aura plus la possibilité d'utiliser des gamètes issus du stock qu'on appelle ancien régime. Jusque-là, et encore aujourd'hui, les couples et les femmes qui sont prises en charge peuvent être pris en charge avec des gamètes issues de donneurs ou de donneuses qui n'ont pas consenti à l'anonymat. Ce qui n'empêche pas les personnes issues de dons, d'ores et déjà aujourd'hui, à partir de 18 ans, de faire une demande d'accès. Mais cette demande, étant donné que les donneurs et donneuses n'ont pas consenti à cela... Ça passe par un organisme à part, qui n'est pas du tout le SECOS ou le centre... C'est pas la peine de s'adresser au SECOS, exactement. Il y a la CAPAD, c'est une commission nationale qui enregistre les demandes et qui fait le travail de retrouver les donneurs et donneuses pour les solliciter. Et lorsque cela est possible, s'ils donnent leur consentement, eh bien, à ce moment-là, les personnes issues de dons pourront avoir accès à ces informations, mais c'est vrai que c'est loin d'être systématique. Cette question de l'accès aux origines pour les enfants issus de PMA, on sait que c'est un sujet qui est sensible, qui est délicat. Vous dites que dans la prise en charge du parcours que vous faites avec les couples qui vous sollicitent pour un don, vous les sensibilisez à cette question. C'est important de parler de la conception. C'est un sujet qui est abordé au sein du parcours. Les couples et les femmes rencontrent un gynécologue, un biologiste, vous avez vu ma collègue tout à l'heure dans le reportage, et également une psychologue s'il le souhaite pour aborder ces questions-là. Et dans les réflexions autour du don, du donneur, des donneuses, on les sensibilise justement à l'intérêt pour l'enfant de connaître son mode de conception et du coup pour ses parents de pouvoir l'accompagner autour de ces questions relatives au donneur ou à la donneuse de gamètes. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a une levée, entre guillemets, de l'anonymat possible, c'est sur demande de l'enfant, il n'y a pas de systématisme là-dedans. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut choisir demain qui va nous donner, quels vont être les critères que l'on souhaite pour son futur enfant. Le don reste anonyme. Effectivement, il y a le couple receveur ou la femme receveur ne peut pas avoir d'informations concernant le donneur. Et de la même façon, le donneur ou la donneuse ne peut pas du tout avoir lui-même d'informations concernant les issues, les grossesses et le nombre d'enfants nés de ce nom. Le don reste anonyme et le choix du donneur se fait sur des critères médicaux et pas au choix des patients. Oui, on ne peut pas demander un enfant grand ou un enfant blond, ça c'est pas possible. Ça existe dans certains pays, mais en tout cas pas en France. Des critères physiques stricts qui, à la demande des patients, mais c'est vraiment sur une ressemblance physique que le choix du donneur se porte. Petit point de détail, mais on parle là des couples homosexuels de femmes et femmes seules, parce qu'aujourd'hui, en France, les couples homosexuels hommes ne peuvent pas avoir d'enfants via les SECOS, etc., puisque là, il faudrait faire appel à ce qu'on appelle la GPA, c'est ça, gestation pour autrui. Et ça... oui, mère porteuse, comme on peut l'appeler classiquement, gestation pour autrui, et ça, en France, c'est pas autorisé. Mesdames, on va poursuivre cette discussion, mais tout de suite, on va accueillir Vincent Lemay pour notre chronique actu de ce mois d'octobre. Bonjour Vincent. Bonjour Elise. Alors, on commence par parler revalorisation du SMIC. Ouais, donc, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé une augmentation du SMIC à compter du 1er novembre 2024.
quelques chiffres. Donc l'augmentation sera de 2%. En brut, on passerait de 1766,92 à 1802,25, ce qui fait en net 1398,70. On passera à 1426,67 pour 35 heures. Le salaire est évidemment mensuel. Merci Vincent. On parle maintenant de dématérialisation de l'état civil des Français de l'étranger. Oui, alors les Français à l'étranger, depuis 2019, peuvent consulter leur état civil en ligne. C'était une phase transitoire et de test qui va perdurer jusqu'en 2027. Donc l'état civil, c'est-à-dire qu'il y a 4 dimensions que vous pouvez consulter, c'est-à-dire la création, la mise à jour, la délivrance des copies ou des extraits, et puis également l'archivage et leur conservation. Donc ça va perdurer pendant encore 3 ans. Parlons maintenant de lutte contre le harcèlement à l'école. La rentrée scolaire 2024-2025 a été marquée par le lancement de cette campagne contre le harcèlement à l'école. Ça prend la forme d'une expérience sociale qui va mettre les adultes dans la peau d'enfants qui sont harcelés pour les sensibiliser à la différence de la perception sur la gravité des faits. La lutte contre le harcèlement va revenir à l'école le 9 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Le but évidemment de sensibiliser la communauté éducative aux enjeux du harcèlement en milieu scolaire. Et on termine par cette information, la trêve hivernale, même si on pensait qu'on était en hiver depuis longtemps. Hein. Oui, alors la trêve hivernale, les dates, c'est du 1er novembre de l'année en cours jusqu'au 31 mars de l'année suivante. C'est la période pendant laquelle les personnes qui occupent un logement face au froid de l'hiver ne peuvent pas être mises dehors avec une expulsion. Alors évidemment, il y a des exceptions. Les exceptions sont les personnes qui bénéficient potentiellement d'un relogement qui correspond à leurs critères et à leurs besoins familiaux. Les squatteurs peuvent être en principe expulsés et également certaines personnes qui sont visées par les ordonnances du juge aux affaires familiales. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations. On passe maintenant à nos questions téléspectateurs. Nous en avons reçu quelques-unes. La première va être pour vous, docteur Domain Bernard. Si une grossesse tarde à venir, à partir de quand faut-il consulter ? Eh bien, il y a des recommandations à ce sujet. Pour les femmes de moins de 35 ans, en couple, du coup, on fait des bilans, une première consultation après 1 an d'essai de grossesse. Et après 35 ans, il est préférable de consulter après 6 mois d'essai quand la grossesse n'est pas là pour... non pas parce qu'il y a plus de risques qu'il y ait un problème, finalement après 35 ans ça peut être normal que ça prenne un peu plus de temps, mais s'il y a un problème c'est important de l'identifier tôt pour pouvoir le traiter et le corriger. Après, si on a des antécédents particuliers, si on a reçu des traitements ou une maladie à risque d'entraîner un problème de fertilité, quel que soit l'âge, il faut aussi consulter au bout de 6 mois. Voilà, donc là, on peut frapper à la porte d'un des centres comme les vôtres. On a une deuxième question, sans doute aussi pour vous. Puis-je effectuer un don de spermatozoïdes qui sera reçu par un membre de mon entourage ? Alors non, on ne peut pas. Aujourd'hui, le don reste anonyme, donc on ne peut pas donner pour quelqu'un qu'on connaît. Donc le don reste anonyme et on ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas le flécher effectivement vers quelqu'un. On ne peut pas faire de don dirigé comme c'est possible dans d'autres pays étrangers. En France, ce n'est pas autorisé. Une dernière question, un peu en parallèle de notre sujet de discussion du jour et qui va plutôt s'adresser à vous, Maître Denis Nougem. J'ai entendu dire qu'il était possible d'adopter les enfants majeurs de mon épouse, exact, et ayant moi-même des enfants majeurs nés d'une précédente union, doivent-ils consentir à cette adoption ? Alors oui, c'est possible. Il y a possibilité de faire une adoption simple, donc des enfants majeurs de son conjoint. À partir du moment où vous, l'adoptant, vous avez déjà des enfants, effectivement, ces enfants-là sont consultés et doivent donner leur accord pour s'assurer que ça n'entraîne pas de remise en cause en fait, du schéma familial. Oui, j'allais demander pourquoi finalement on souhaite adopter les enfants de son conjoint, surtout s'ils sont déjà majeurs. Alors ça peut être parce que c'est une famille recomposée qui vit ensemble depuis très longtemps. Et donc, l'adoptant, finalement, considère les enfants de son conjoint comme ses propres enfants. Et passer par la procédure d'adoption simple, ça va donner un lien juridique. C'est pareil, ça va créer un lien de filiation entre ses enfants et cette personne, sans pour autant remettre en cause la filiation d'origine des enfants.
Merci à toutes les deux. J'ai une dernière question pour conclure cette émission. Peut-être, quand faut-il pousser la porte du notaire quand on doit faire ce fameux acte de consentement, quand il y a une PMA avec don? Eh bien, on reçoit les couples ou les femmes seules préalablement au début des traitements, puisque le consentement doit être donné au préalable, sachant qu'en plus de ce consentement, quand on reçoit un couple de femmes, elles consentent également, elles font une reconnaissance conjointe de l'enfant à venir, qui permettra d'établir justement le lien de filiation entre la femme qui n'est pas celle qui a donné naissance à l'enfant. Donc, on vient en amont des démarches, en amont des traitements et quand la démarche Et ça, démarre. c'est redit de toute façon par les médecins. Professionnel du centre de PMA. Oui. Merci à toutes les deux. Voilà, on l'a fait dans cette émission, on en a parlé. Et donc, on peut s'adresser à un centre comme le vôtre si on souhaite donner donc, ses gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes. Merci à tous les trois pour cette émission dédiée donc, à la procréation médicalement assistée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.